Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, pour une première cette saison, on fait une petite émission spéciale. On vous invite à vivre le quotidien de nos experts. Donc, on ira les rencontrer et ensuite, on discutera ensemble des réalités qu'ils rencontrent régulièrement. C'est notre programme pour aujourd'hui. Nous sommes prêts? Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors Anne-Marie, on se retrouve dans ton environnement de travail quotidien où tu vas être appelé à rencontrer ou peut-être à te déplacer justement aussi pour rencontrer des athlètes. Qu'est-ce qui peut être particulier au niveau de la nutrition sportive? La nutrition sportive, comme j'ai déjà dit avant, nous, c'est quoi qu'on va faire? C'est qu'on va vérifier au niveau de la composition corporelle de l'athlète, de ses besoins, son plan d'entraînement pour faire son plan d'alimentation. Donc, comparativement à une nutritionniste ordinaire, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais analyser sa composition corporelle avec cette super pince et mes objets que vous allez voir ici. Donc, la balance bioimpédance, c'est quoi qu'une nutritionniste normale ne fera pas. Après ça, donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi qui est différent, c'est qu'on va analyser le plan d'entraînement pour pouvoir faire mon plan alimentaire, d'où l'importance de mon ordinateur aussi en même temps. Donc, il y a vraiment des besoins qui sont particuliers pour un athlète au niveau athlétique, au niveau nutritionnel, oui, comparativement peut-être à monsieur, madame, tout le monde. Oui, et surtout aussi, la plupart des nutritionnistes sportifs vont avoir une qualification en physiologie. C'est quoi qu'une nutritionniste normale aura pas. Donc, on va apprendre des cours sur savoir c'est quoi les bases de l'entraînement, comment le corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qui a besoin des compositions énergétiques durant l'entraînement. Parce qu'au repos, une personne ne consommera pas les mêmes aliments qu'à l'activité. Et le corps ne réagira pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre une nutritionniste sportive et une nutritionniste ordinaire. Donc, dans la perspective de l'athlète, il y a justement, tu parles il n'y a pas nécessairement uniquement les besoins nutritionnels, mais aussi une responsabilisation au niveau de la composition de l'image corporelle. Oui, dans tous les sports, on va remarquer que ça va être important d'avoir le plus de muscles possible et le moins de gras possible pour être soit plus puissant, plus vite dans son sport ou plus léger, donc dépendant quelle catégorie sport qu'on pratique. Donc, même si la personne, je donne toujours l'exemple avec mes athlètes, tu peux peser 150 livres, être une fille puis peser 150 livres, mais en fin de compte, avoir 20% de gras. Pour l'athlète, monsieur, madame, tout le monde, ça serait correct, mais pour un athlète, il faudrait aller chercher un 15%, exemple. Donc, si on a juste le poids, on va dire, c'est correct, mais la composition corporelle ne sera pas adéquate pour un sport, par exemple, comme la gymnastique. Donc, il y a vraiment des particularités ou des spécificités au niveau du milieu athlétique, au niveau de la nutrition. Oui. Et aussi, comme par exemple, j'explique les sports d'endurance, la plupart des athlètes, il y en a beaucoup qui font de l'anémie. Donc, ça va en lieu avec le sport, parce que le système digestif est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de difficultés à digérer durant le sport, d'où l'importance d'avoir des aliments qui vont être riches en fer pour éviter l'anémie, qui est assez régulier. Mais monsieur, madame, tout le monde n'auront pas ce problème-là. Donc, il y a certaines particularités, certaines pathologies que l'athlète va avoir que monsieur, madame, tout le monde n'aura pas. Donc, Anne-Marie, on voit qu'au niveau de la nutrition, c'est beaucoup plus qu'une histoire de perte de poids. Il y a beaucoup plus d'éléments qui sont en ligne de compte au niveau de la nutrition sportive aussi, j'imagine. Oui. Bien, comme on a vu durant l'entrevue, on parle de différents aspects, puis c'est important aussi de penser que c'est global, la nutrition. Donc, comme j'avais montré, que l'alimentation va beaucoup se fier au niveau du plan d'entraînement du coach, parce que si on mange moins bien, c'est sûr qu'on n'aura pas les performances qu'on veut avoir en entraînement. Puis la même chose en réadaptation pour la physiothérapie, par exemple, lorsqu'il y a des blessures, ça aussi, on va ajuster l'alimentation aussi. Donc, il y a vraiment un lien, une concertation, une collaboration avec ces différents aspects au niveau de vos expertises partagées aussi. Est-ce que vous avez des expériences justement avec
comment ça peut avoir un impact au niveau de vos réalités par rapport à la nutrition? C'est sûr que la nutrition est très, très importante, surtout quand on est en guérison. Le corps a besoin d'énergie, il a besoin de ses protéines, ses vitamines et tout pour guérir rapidement, mais surtout bien guérir. Malheureusement, ce qu'on voit en clinique, c'est souvent je suis blessé, je peux pas jouer, bien j'arrête de manger bien aussi. Là, on s'écrase un peu si on veut. Fait que c'est de conseiller souvent les athlètes à continuer à bien manger, consulter leur nutritionniste, parce que des fois, il y a des petits ajustements qui peuvent être faits si on est retiré de la compétition pendant un certain temps. C'est de voir avec les professionnels ce qu'ils peuvent faire. Oui, parce que justement, les besoins ne sont pas les mêmes. Hein? Qu'on soit en saison, même qu'on soit en haute saison ou en saison morte, il y a quand même une discipline à avoir. Oui, on va parler aussi de la périodisation, donc savoir dans quel moment. Donc, c'est pour ça qu'en nutrition sportive, différemment en nutrition ordinaire, on va vraiment périodiser. Donc, comme on a dit, les apports ne sont pas les mêmes durant la saison off que la saison on ou durant les compétitions qu'en entraînement. Donc, ça aussi, c'est pour ça que j'ai besoin du plan d'entraînement. Puis les réalités de blessures aussi vont venir jouer la saison. Dans ces réalités-là, j'imagine que les besoins aussi peuvent différer pour mieux récupérer, pour peut-être rétablir. Certains aliments spéciaux, c'est comme les oméga 3 qu'on n'arrête pas de parler, la vitamine D, donc on va beaucoup parler de ces éléments-là avec les athlètes. Donc faire l'enseignement aussi à ce niveau-là. Puis il y a aussi l'aspect psychologique qu'on va rentrer beaucoup là-dedans. Parce que quand un athlète est blessé, bien souvent le mental est plus là. Donc ils ont tendance à se réconforter sur l'alimentation. C'est un réflexe naturel, on dirait, l'alimentation, le comfort food, hein, puis les athlètes n'y échappent pas non plus. Là. Donc, je connais une mauvaise compétition ou je connais un mauvais passage ou j'ai une blessure qui traîne plus longtemps. Il me semble que la barre de chocolat fait du bien. J'imagine aussi dans tes réalités, Maryse, au niveau de la nutrition, il doit y avoir une concertation. Ça fait toute la différence, en fait. Moi, je dis toujours, il faut manger pour bien performer. On le voit, là, j'ai vécu d'ailleurs un cas dernièrement avec un athlète qui a changé drastiquement son alimentation, puis les résultats en entraînement, puis on n'était pas en gain de masse musculaire, là, on était vraiment dans un entraînement plus général, plus de base, puis on a vu vraiment la différence, sur l'attitude de l'athlète, parce qu'il était déjà plus engagé, puisqu'elle faisait déjà attention à son alimentation. Puis sur les résultats, c'est phénoménal, la différence. C'est sûr qu'il y a des différences inter-individuelles, donc il y a des athlètes qui vont mieux réagir aux changements alimentaires que d'autres, mais déjà, on sait que c'est primordial. Mais même si, puis tu parles d'un bon point, même si au niveau physique, il peut y avoir des différences dans les réactions, je pense qu'au niveau psychologique, puis tu le mentionnais avec la gestion des émotions, mais on va nécessairement, si on se sent mieux, si on se sent prêt à performer, si on est le plein d'énergie est fait au niveau nutritionnel, c'est sûr qu'on risque d'avoir un meilleur engagement, une meilleure discipline, puis que notre focus est plus présent de dire, OK, je suis prêt à faire les engagements que j'ai à faire, je suis prêt à faire les sacrifices que j'ai à faire, puis à continuer pour m'amener au niveau, que ce soit dans une perspective de réhabilitation ou dans un entraînement peut-être un petit peu plus spécifique. Donc, j'imagine que c'est ce qui te motive à être au niveau de la nutrition sportive à ce moment-là? Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de différences. Puis c'est ça qui est le fun avec la nutrition sportive. On va commencer à enseigner aussi très tôt. Tu sais, on a parlé, mais on parlait des jeunes, les autres émissions qu'on nous permet d'enseigner, de faire de la prévention, mais aussi c'est la même chose au niveau de la nutrition sportive. Des choses qu'on ne prend pas normalement à l'école, qu'on va apprendre durant les entretiens nutritionnels avec les athlètes. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc un aspect aussi justement de formation dans ta relation avec les athlètes, d'amener justement pas nécessairement uniquement un développement technique ou stratégique, mais aussi un niveau d'éducation par rapport à la nutrition puis à la relation que ça peut avoir avec les performances. Puis les voyages aussi, hein, un autre aspect qui est intéressant pour les athlètes qu'on a aussi. Je suis aéré ces éléments-là. Mais je te remercie beaucoup de nous avoir fait connaître un peu plus la nutrition sportive. Merci. Alors Thierry, on se retrouve à la Clinique Évolution dans ton environnement de travail quotidien où tu vas justement travailler avec les athlètes. On voit qu'il y a beaucoup d'équipements. J'imagine qu'il y a des équipements qui vont aussi servir autant au traitement qu'en prévention dans ton approche avec les athlètes. Effectivement, quand on parle à niveau athlétique, il y a toujours le retour au jeu qui est important. En traitement, on va viser à réduire la douleur, gagner une force, une mobilité. Puis quand vient
moment de retour au jeu, justement, on va pousser un peu plus loin avec des bossus, des poids, des élastiques, des choses comme ça. Niveau évaluation, c'est aussi très important. On peut évaluer force, mobilité, des choses comme ça. Ce qui est important de savoir pour savoir où on veut se rendre en termes de, justement, retour au jeu. Est-ce qu'on a assez de force? Est-ce qu'il faut continuer à le travailler? Est-ce que la mobilité est bonne? Ou encore une fois, il faut pousser un peu plus loin pour revenir à une fonction optimale. Donc, j'imagine qu'au niveau des besoins, au niveau des traitements, que ce soit pour un athlète ou pour un peu monsieur, madame, tout le monde, peut-être que l'approche ou les traitements sont différents. C'est sûr que les traitements vont viser un peu le même objectif de réduire les douleurs, ce qui est souvent la cause primaire de leur visite à ce moment-là. Au niveau athlétique, on va surtout viser performance au niveau force, mobilité. On veut aller chercher le plus possible, voire 100% de notre force, de notre mobilité pour un retour au jeu optimal. Ce qui, on n'aura pas nécessairement besoin d'aller chercher à 100% chez monsieur, madame, tout le monde, dépendant de la condition aussi, du travail, des habitudes de vie. Mais c'est sûr que côté athlétique, on va souvent pousser un peu plus loin à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a une préoccupation au traitement, mais j'imagine aussi au niveau athlétique, pour un athlète, d'avoir peut-être une approche plus préventive puis d'incorporer la physio sportive dans sa recette ou dans sa préparation, c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder pour lui? C'est sûr que oui, des fois, on va avoir des athlètes qui n'ont pas nécessairement de blessures ou de douleurs. Ça va être des évaluations un peu plus globales que spécifiques à une épaule, un cadran supérieur. Ça va être plus général, voir questionner côté force en général. Par la suite, on peut conseiller par rapport aux exercices, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aller au gym, est-ce qu'on peut faire ci ou des choses un peu plus précises par la suite. C'est pas nécessairement en prévention des blessures, mais ça peut être aussi, dans certains cas, pour mieux traiter par la suite. Par exemple, si on parle des commotions, il y a des SCAT-3 présentement qui sont faits au moment de la commotion, mais ça peut être fait en pré-saison aussi, les baselines qu'on appelle dans notre jargon, pour voir par la suite s'il y a une commotion, à quel point on est atteint. Puis ça peut nous aider aussi à voir la progression par la suite. Donc, c'est des éléments qui, en prévention, vont nous donner, comme vous parlez, un baseline, donc d'avoir un point de départ, puis de voir si jamais il y a une blessure, à quel niveau on est affecté, puis est-ce qu'on est proche de ce niveau-là à ce moment-là. Toujours dans le but de retourner au jeu, qui est la question principale, si on veut, de nos athlètes. Quand est-ce que je peux retourner au jeu? Est-ce que je peux retourner maintenant ou je risque de me blesser? Ou il faut que j'attende 2-3 matchs, voir si je peux continuer à jouer pour la saison. Malheureusement, des fois, il faut être un peu dur par rapport à ça, mais on pousse toujours à essayer de retourner le plus rapidement possible sans risque non plus de se reblesser. Parfait, merci. Donc, Thierry, un élément important dans ta réalité, c'est justement au niveau de la physio sportive, c'est de gérer le retour au jeu. J'imagine que comme athlète, on n'apprécie pas nécessairement être sur les touches, de ne pas être sur le terrain, d'être en retard sur nos compétitions, sur notre entraînement. Donc, j'imagine que c'est un des éléments les plus importants dans ta réalité. C'est sûr que quand on parle d'athlète, l'objectif principal, c'est le retour au jeu. Le petit défi à ce moment-là, c'est soit de pousser l'athlète, par exemple, à faire ses exercices pour retourner plus rapidement ou à ralentir un petit peu l'athlète quand il en demande un peu trop. Par exemple, si on a une blessure mineure où l'athlète ne sent pas trop le besoin de prendre ça un peu plus relax, si on veut, il faut lui faire comprendre que si on retourne trop rapidement, des fois, on peut aggraver la blessure puis mettre fin à la saison ou ralentir encore plus le retour au jeu. De l'autre bord, on a l'athlète qui, par exemple, le fameux croisé où il a été opéré, où il a plus ou moins confiance, il a peur de forcer un peu, il a peur de marcher dessus ou de faire certains exercices. Il faut lui faire comprendre que rendu à un certain point, la guérison s'est faite. Il faut progresser pour justement prendre confiance, prendre la force, puis être plus apte à retourner au jeu. Donc, on a comme deux petits défis à ce moment-là, soit de peut-être ralentir un peu l'athlète qui veut trop pousser ou de pousser un peu plus l'athlète qui a un peu plus peur à ce moment-là. Ce qui est le fun à ce moment, c'est parler justement aux entraîneurs, des choses comme ça, peut-être faire des petits tests, soit sur glace, soit en gym. C'est là qu'on peut aller chercher les... Oui, parce que je pense qu'au niveau psychologique, pour l'avoir rencontré à maintes reprises, justement, c'est la crainte de la reblessure est souvent plus importante chez l'athlète parce que le médecin va avoir donné son OK, le physio va avoir donné son OK, mais il y a comme une retenue encore là du côté de l'athlète à se dire, bien, il me semble que je feel pas comme avant, j'ai pas le même mouvement, j'ai pas la même latitude, donc c'est un obstacle important, j'imagine, à gérer puis à contrôler. C'est sûr qu'après une blessure, il y a des petits changements, des adaptations qui se sont faites. Le corps n'est peut-être pas à 100% comme il était, mais il faut pouvoir le tester un peu. Il faut voir aussi comment ça réagit en jeu. Puis la seule façon de le faire, c'est de faire des mises en situation,
de le tester à ce moment-là. Donc, et toi, Marie, dans cette perspective-là, justement, par rapport à j'imagine que tu as un rôle à jouer, justement, à un peu pousser l'athlète qui peut-être plus dans la situation où on va avoir l'athlète qui veut être plus conservateur puis vouloir un petit peu plus retarder son retour au jeu comme préparateur physique. J'imagine que tu as un rôle important là-dedans. Oui, puis la façon qu'on va le faire, c'est vraiment en encadrant l'athlète par le moyen de l'éducation par rapport à soit la douleur ou à l'inconfort qu'il va vivre encore. C'est comme on disait dans une émission précédente, on reviendra très rarement exactement comme on était avant, mais on peut penser qu'on évolue puis qu'on devient meilleur quand même. Donc, on encourage l'athlète à se percevoir de cette façon-là. Puis aussi, dans les exercices, à éviter d'être trop analysé, d'être trop hyper vigilant par rapport aux petites sensations là, qui sont pas habituelles, parce que souvent, c'est ce qui va limiter la progression, pour faire en sorte que l'athlète va être tout le temps un petit peu en retenue. Et là, en retenue, mais tu te mets à risque de blessure quand tu te mets en situation réelle d'entraînement ou de compétition. Oui, parce que j'imagine justement quand on dit être de retour à 100 %, ça ne veut pas dire être de retour exactement comme j'étais avant. Veux pas, le corps va avoir subi une intervention, on va avoir peut-être subi une blessure, donc on va s'être réadapté. On parle de réadaptation, donc, mais ça ne veut pas dire que je peux pas mieux performer ou je peux pas performer à 100 %. C'est sûr que pour un athlète, souvent aussi, c'est cette sensation-là. Hein? Mais il me semble que j'ai pas la même latitude de mouvement ou j'ai pas la même amplitude, mais ça veut pas dire que tu n'es pas remis à 100 % de ta blessure puis tu peux pas aller à 100 % dans ton sport. Le petit défi, c'est de se dire, bon, mais j'ai pas mal, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une blessure, il n'y a pas un risque. Il y a le contraire aussi, le fait d'avoir les petits inconforts, de ne pas se sentir à 100 % ne veut pas dire que tu n'es pas prêt à retourner non plus. Là, c'est beaucoup de discussions avec le jeune, l'athlète, d'y faire comprendre les choses. Est-ce que tu es prêt ou pas? Puis pourquoi? Voir un peu plus loin en termes de saison ou de compétition qu'en termes de j'ai un match demain puis je veux jouer. Oui, c'est ça, exactement. De regarder un petit peu plus le long terme dans son développement pour sa saison puis dans son développement au niveau de sa carrière sportive. J'imagine aussi ton impact par rapport à ça. Si on parlait d'émotion puis de nutrition, j'imagine que c'est ça aussi. Hein? C'est gérer l'anxiété, gérer cette difficulté-là. De voir aussi avec le physio, c'est quoi la blessure en tant que telle, parce que souvent, on y pense pas, mais l'alimentation, c'est de base. Donc, c'est ça pour réparer. Donc, si par exemple, c'est au niveau des articulations, est-ce que l'hydratation est correcte, toutes ces choses-là. Donc, on va le préparer à ce niveau-là. Donc, comme tu viens juste de dire, on va s'assurer qu'il soit à son top quand il va recommencer, mais au niveau alimentaire aussi, au niveau musculaire aussi. Donc, l'alimentation va être la base à ce niveau-là. Parfait. Thierry, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tes réalités. Merci bien. Alors, Maryse, on se retrouve dans ton environnement quotidien de travail où tu vas justement travailler avec tes athlètes. Quels sont il y a beaucoup d'équipements. Quelles sont les particularités? Quels sont peut-être les équipements qui sont les plus intimidants ou méconnus ou plus difficiles à amener à l'utiliser pour un athlète? Bien, en fait, souvent, quand les athlètes vont s'entraîner dans les grosses salles d'entraînement, les poids, c'est du métal, c'est intimidant, c'est lourd. Surtout pour les filles, ça prend une certaine adaptation là, pour apprendre à travailler dans une salle. Donc, on peut voir ici que ma salle n'est pas tellement grande. Souvent, on est peu de gens à la fois, peut-être une dizaine gros maximum. Donc, ça permet une meilleure adaptation à ce moment-là, puis d'apprivoiser tranquillement la musculation ou l'entraînement en préparation physique. Donc, c'est une entrée en matière qui est un petit peu plus facile pour les jeunes athlètes qui sont peut-être préoccupés par les jugements des autres personnes qu'on peut retrouver dans des gyms plus traditionnels. Tout à fait. Je pense que c'est un facteur limitant pour l'apprentissage d'un athlète ou même d'un plus jeune, d'un enfant même. Donc, j'imagine que justement, dans cette préparation-là, au niveau de l'âge, il y a certaines particularités dans la progression. Il y a une démarche à suivre ou il y a une progression à suivre. Oui, tout à fait. Souvent, on oublie que il y a la musculation en préparation physique, mais il y a aussi plein d'autres habiletés physiques à développer, dont l'agilité, la coordination, l'équilibre et la vitesse qui sont très importants à développer en bas âge. Donc, avant 12 ans, la vitesse, c'est bien important de la développer à un maximum parce que le système nerveux est malléable à ce moment-là. Souvent, les gens considèrent pas ça, puis qu'on arrive à l'âge adulte, même souvent on dit on va développer la vitesse, et c'est plus difficile. Donc il y a vraiment des fenêtres à prendre en considération en fonction du développement de l'enfant pour développer toutes les qualités des habiletés, les qualités physiques nécessaires. Donc il y a une perspective à avoir dans le développement à long terme de l'athlète de dire OK, bien, à quel moment est-ce que je vais travailler certains aspects spécifiques
en lien avec l'âge ou le moment où je me retrouve à être sollicité. Oui, tout à fait. Puis aussi, on pense aux hormones de l'adolescence, par exemple. Le gain de masse musculaire va vraiment être couplé avec les montées de la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc, on va se servir de ça aussi, puis évaluer les stades d'évolution du développement des athlètes en fonction de... Donc, plusieurs éléments qui vont venir en ligne de compte dans le développement, dans la préparation physique. Oui, nécessairement. Donc, Maryse, on se rend compte que c'est peut-être un peu moins complexe qu'on pensait, la préparation physique, ou du moins que ça demande pas mal d'équipements, moins d'équipements qu'on pourrait se le passer en regardant les gyms traditionnels, en regardant ce que tu as comme équipement chez toi. C'est sûr que, comme on a vu, ma salle n'est pas tellement grande. J'ai l'équipement nécessaire, mais j'ai pas l'extra non plus. Il n'y a pas une tonne de machines. L'objectif, c'est d'avoir un environnement qui est le plus familier possible pour les jeunes, parce mon objectif, c'est vraiment de passer de l'initiation, l'éducation à travers la préparation physique, la musculation. Souvent, la plupart, c'est une première expérience avec ces appareils-là. C'est très intimidant pour eux. Déjà, juste de voir des poids, là, il y en a plusieurs qui sont craintifs, puis déjà, ils disent « Oh non, je ne prendrai pas les 10 livres, je vais prendre les 3 livres », juste parce qu'ils sont intimidés. Donc, j'ai déjà vécu l'expérience dans une salle de musculation. Là, j'obtenais absolument rien des athlètes. C'était très difficile. Ils étaient intimidés par les gens qui s'entraînaient là, par l'ensemble des machines, comment ça marche. Donc, en simplifiant, en faisant une petite salle, mais là, on focus vraiment sur l'essentiel, ce qui est l'athlète en tant que tel et non pas son environnement. Donc, on arrive à prendre ça à travers les différentes étapes d'éducation, puis d'amener l'athlète à focusser sur ses sensations, son effort, gérer sa charge de travail, parce que la coordination des différents éléments devient super importante à ce moment-là. Je peux pas... La charge de travail est importante, mais je ne peux pas la gérer quand ils sont en entraînement technique. Donc, il faut coordonner la charge d'entraînement en préparation physique puis la charge d'entraînement d'un point de vue technique. Donc, l'athlète doit être capable de dire « Ah, regarde, aujourd'hui, là, j'ai fait un gros entraînement en musculation. Je ne suis pas certaine que l'entraînement que je vais avoir à faire, disons, sur la piste d'athlétisme ou en entraînement sur la glace, je vais être capable de donner le même rendement, d'être capable de dire non, sinon je risque de me mettre dans une zone de blessure, modifier un peu l'entraînement et vice-versa, l'entraînement de préparation physique versus l'entraînement technique. Donc, il y a comme un processus de prise de conscience, de responsabilisation au niveau individuel chez l'athlète pour bien se connaître, bien se comprendre, connaître ses besoins, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau de récupération, pour qu'il y ait vraiment une prise en charge personnelle, individuelle. Oui, tout à fait. C'est vraiment la clé parce que c'est facile de se mettre dans des zones à risque, de pousser juste un petit peu trop, puis de dire « Ah, ouais, j'aurais pas dû », puis c'est parce qu'une blessure est survenue, parce qu'on s'est poussé un petit peu trop. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça. J'imagine justement aussi avec les autres experts comme un physio, un nutritionniste, il y a un besoin de collaboration, de coordination dans ces échanges-là aussi. Oui, tout à fait. Donc, quand on est dans des périodes d'entraînement en préparation physique plus exigeantes, bien, nécessairement, l'alimentation est encore plus importante. Puis on le voit vraiment, la différence. C'est vraiment significatif. Ça peut même faire la différence dans des cas quand même peut-être extrêmes de débalancement nutritionnel, mais ça peut mener à des blessures juste parce que la charge de travail est adéquate, mais l'aspect nutritionnel ne l'était pas. Donc, il y a vraiment un lien important à avoir vos expertises. C'est ça, la plupart du temps, comme on a parlé un petit peu tantôt avec mon entrevue, ça a été vraiment de collaborer pour qu'on puisse savoir c'est quoi qu'on va faire au niveau de l'entraînement. Les exigences. Les exigences du plan, parce que, comme elle a dit, Marie, si, par exemple, la personne mange pas de glucides parce qu'il veut perdre du poids, puis, en fin de compte, on travaille en puissance, ça ira pas bien, là. Puis l'entraîneur et le préparateur physique va dire « Voyons, tes temps, ça marche pas, t'es pas capable. » Puis on le voit. Puis même en concentration aussi, ça aussi, souvent les entraîneurs vont dire « T'es pas assez concentré. » Puis souvent, c'est alimentaire. La lacune vient nécessairement... On parle beaucoup de fatigue. Des fois, on fait un lien, justement, c'est la dépense à mon entraînement, mais il y a un lien important avec la nourriture pour la récupération puis l'énergie. Hein, d'où l'importance de bien communiquer avec l'entraîneur. Ça, c'est très important. Et le préparateur physique, et le physio, et le psychologue. Thierry, par rapport à la préparation physique, j'imagine que c'est un rôle tellement important, soit pour la prévention, en prévention, ou même on parlait de retour au jeu ou en réadaptation, j'imagine que la communication doit être assez importante, assez... C'est sûr que c'est très, très important. On parlait beaucoup de responsabilisation. Comme j'ai dit plus tôt, il y a des blessures où il faut soit prendre un repos, arrêter quelques games. Il y a des
des blessures, on n'a pas besoin de prendre de repos, de game off, si on veut, qu'on peut continuer à jouer avec certaines précautions. Par exemple, on peut y aller avec un taping ou éviter certains types de jeux. À ce moment-là, c'est de faire comprendre aux patients qu'il y a des exercices à faire, des choses à faire, d'un, pour guérir, de deux, pour s'améliorer par la suite, pour retourner au jeu, être à 100 % et continuer à progresser là-dedans. Puis aussi, côté prévention, c'est là qu'il faut responsabiliser un peu le patient et faire comprendre que oui, en salle avec l'entraîneur, il peut s'entraîner, la nutritionniste peut lui donner des conseils, on peut lui donner des exercices, mais au bout du compte, c'est quand il n'est plus avec nous que là, c'est important de lui de faire les bonnes choses. Qu'il soit capable, rendu autonome à ce moment-là. Exactement. Merci beaucoup, Maryse, de nous avoir initié à cette responsabilisation chez l'athlète. Alors, c'est ce qui complète notre première pour la saison 2016. Je tiens à remercier sincèrement mes collaborateurs, Anne-Marie, Maryse, Thierry. Je trouvais très intéressant cette immersion dans vos réalités, dans les défis que vous avez à rencontrer avec vos athlètes. Donc, vous désirez revoir cette émission ou une partie de cette émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la Télévision de Laval. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et pourrez réécouter les émissions souhaitées. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous? Suivez notre fil Twitter @sport9laval, sport avec un S, et posez directement votre question à l'un de nos experts en utilisant le mot-clé « Question pour un expert ». Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous invite à un autre rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.